Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue, d'abord bonne année, bienvenue à cette nouvelle année 2014 à Bruxelles. Donc nous continuons comme ça des cycles qui ont été lancés en 2013. Et donc ce cycle sur le temps des archives, qui est donc conçu avec l'Institut national de l'audiovisuel, dont je tiens à saluer la participation active à ces soirées, à ces aventures. Et puis évidemment Emmanuel Laurentin de France Culture qui construit ces rencontres autour de relecture d'images d'archives, de sons d'archives. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir autour d'une immense figure, celle de Pierre Mendès France, et dans une actualité tunisienne assez mouvementée et forte. Je pense que Sophie Bessis le soulignera. Donc cet aller-retour entre les archives et le contemporain. Donc d'avoir le plaisir d'accueillir Sophie Bessis, qui est historienne, journaliste, critique, analyste, qui avait notamment fait un livre sur Bourguiba avec Sohaib El-Hassen qui viennent de ressortir. Et puis donc Éric Roussel, qui est parmi ces grandes biographies, celle de Pierre Mendès France, dont je crois qu'ils se sont très proches, autour donc de l'indépendance de la Tunisie, de ce fameux voyage de Mendès à Tunis. Et donc voilà, donc je laisse la parole à Emmanuel Laurentin pour vous présenter cette soirée. Et on va avoir comme ça, un lundi par mois, un rendez-vous avec le temps des archives qui nous ouvre à une autre lecture du contemporain. Je tiens à remercier Fabienne Verstraeten de ce qui a été fait pour mettre en œuvre cette belle soirée. Bonne écoute et à tout à l'heure. Bonsoir et merci de venir chaque séance un peu plus nombreuse à cette séance du temps des archives. Bonsoir et bienvenue pour cette première séance donc, du temps des archives 2014 et à mon tour de vous souhaiter donc une belle année 2014, une séance qu'il y a donc 60 ans, à quelques mois après, eh bien, rappelons-nous que Pierre Mendès France, président du Conseil, pour quelques mois, a entamé le processus qui allait conduire, peut-être parfois malgré lui, on en parlera, à l'indépendance de la Tunisie. Pierre Mendès France, l'homme de la République, radical, élu avant-guerre et qui s'était engagé dans la résistance avant d'être jugé par le régime de Vichy, s'était évadé depuis sa prison, dans la prison dans laquelle Vichy l'avait enfermé à Clermont-Ferrand, avait rejoint avec beaucoup de péripéties la France libre, Pierre Mendès France, en qui la 4e République avait fait confiance pour mettre fin à la guerre d'Indochine, une fois le désastre de Dien Bien Phu consommé. Et c'est alors qu'il négociait justement les accords de Genève pour signifier le retrait de la France de la péninsule indochinoise qu'il eut l'idée de brusquer la situation pour une Tunisie qui était secouée depuis des années par une rébellion ouverte. C'est cette histoire et ses conséquences que nous allons vous raconter ce soir pour cette séance du temps des archives enregistrée donc au MUSEM à Marseille et préparée avec l'INA Méditerranée qui a sélectionné pour nous un certain nombre d'archives issues d'un fonds cinématographique moins connu peut-être que le fonds de l'INA, fonds audiovisuel, le fonds cinématographique des actualités françaises qui était projeté alors, et vous retrouverez bien le ton de ces actualités françaises, qui était projeté alors dans les cinémas. Donc les archives seront commentées pour nous par Sophie Bessis, elle est historienne, chercheuse associée à l'IRIS, elle est biographe avec Sohaib El-Hassen de Bourguiba, et elle a beaucoup travaillé par ailleurs, on pourra en parler, sur la condition des femmes dans le monde arabe. Et Éric Roussel est journaliste, écrivain, biographe de nombreux grands hommes de la 4e et de la 5e République, mais également biographe de Pierre Mendès France et président de l'Institut Pierre Mendès France. C'est avec vous que je voudrais commencer, Éric Roussel, pour que peut-être des gens un peu jeunes dans cette salle n'ont-ils pas le souvenir précis de qui était Pierre Mendès France, avant que nous abordions ce personnage dans son rapport à la Tunisie et à la future indépendance de la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit portrait, bref, de qui était Pierre Mendès France et quelle avait été son action politique avant qu'il n'arrive, comme pour quelques mois, je l'ai dit, comme président du Conseil de la 4e République? Pierre Mendès France s'est signalé très très jeune à l'attention. Il a fait ses débuts, il a d'abord été l'un des plus jeunes avocats de France, ensuite il a été l'un des plus jeunes députés de France, qu'il a été élu député radical de Louviers en 1932, il était né en 1907.
maire de Louviers, et il devient, dans le deuxième cabinet de Léon Blum en 1938, on disait à l'époque sous-secrétaire d'État pour seulement quelques semaines, mais il fait partie, avant la guerre, de ces jeunes hommes politiques sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir. Et puis arrive la guerre, et ça va être le début pour lui de multiples épreuves. Il est juif, il est de gauche, et donc il s'est embarqué sur le Massilia, ce navire qui partait pour l'Afrique du Nord, avec l'idée de poursuivre le combat. Et quand il arrive à destination, il s'aperçoit qu'il est pris dans un piège, et de fait, ce piège va se refermer sur lui si bien qu'il va être traîné devant la justice, accusé de désertion, condamné lourdement. Donc il se retrouve en prison. Il s'évade assez vite, et au terme d'une cavale de 6 mois, il rejoint le général de Gaulle à Londres. Et d'emblée, d'ailleurs, il va se produire entre de Gaulle et Mendès France un contact assez étonnant. Mendès France a été un gaulliste des années de guerre. Il a été très marqué par cette rencontre avec le général. Tous les opposaient. Il était donc, je l'ai dit, radical, ce qui n'était pas vraiment le cas du général de Gaulle. Ou alors il faudrait donner au terme radical une autre valeur. Sens premier. Mais il y a eu du côté de Mendès France, en tout cas, et aussi, enfin, je ne crois pas que de Gaulle avait des coups de foudre comme ça, mais il y a eu, en tout cas, il est certain que Pierre Mendès France a été très impressionné par le général de Gaulle. Je dis ça parce que après ça, il s'est identifié à un anti-gaullisme radical, on peut le dire. Mais on ne peut comprendre que si on sait qu'il a été un gaulliste des années de guerre, il avait un rapport affectif avec le général. Et c'est ce que le général est devenu après son retour de pouvoir controversé en 1958, qui a fait que Mendès France s'était éloigné de lui. Mais après, il devient donc, il arrive en 1942 auprès du général, il est nommé, il se bat d'abord très courageusement, je l'ai oublié, oui, très courageusement, dans l'aviation, ce qui n'était pas évident, parce qu'il avait tout de même, c'était pas un homme extrêmement sportif, on peut dire. Donc il fait des missions dangereuses avec Romain Gary avant de devenir ministre. Je crois que ça a été quand même assez rare. C'est un homme très courageux, qui a un vrai courage physique. C'est sans doute ça d'ailleurs qui plaisait à De Gaulle. Et à la Libération. Alors à la Libération, il est ministre de l'économie. Et alors là, il y a eu une controverse rapidement entre lui et René Pleven, qui porte on dirait aujourd'hui, sur la rigueur. Absolument. Voilà. Donc, et le général de Gaulle arbitre en réalité en faveur de René Pleven pour des raisons essentiellement politiques, parce que même s'il pense que sur le plan financier, Mendès France a raison, il pense que le coût politique, finalement, de la politique que Mendès prône sera trop élevé et induira une hausse du vote communiste. Donc il va quitter, Mendès France va s'en aller, il démissionne. De Gaulle d'ailleurs lui conserve son estime. Et il va devenir, dans les premières années de la 4e République, une sorte de Cassandre attirant l'attention. Cassandre et de recours aussi, pour une jeune génération en particulier. Mais d'abord de Cassandre, c'est-à-dire attirant l'attention sur tout ce qui ne va pas. Et Dieu sait s'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et d'abord le problème indo-chinois. Et c'est comme ça. Alors, Emmanuel Landau dit que la 4e République lui avait fait confiance alors, c'est une confiance en réalité limitée. Limitée, parce qu'il a été appelé au moment du désastre, après le désastre de Dien Bien Phu, au fond, dans la tradition de l'homme providentiel, c'est-à-dire auquel on s'adresse pour solder les comptes. Et il a formé donc un gouvernement qui était un gouvernement d'ailleurs assez singulier, parce qu'il n'y avait pas de Mendès était un radical plutôt marqué à gauche, mais il n'y avait pas à l'époque de majorité de gauche à l'Assemblée nationale, ce qui fait que ce gouvernement Mendès France c'est un gouvernement fait d'indépendants, de républicains sociaux, de proches de Gaulle, de certains gaullistes, oui. Mais il n'y a pas de socialistes, et il récuse lors de son investiture les suffrages, les voix communistes, non pas du tout, comme on l'a dit, j'entends ça toujours répété, par anticommunisme viscéral, c'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il négociait à Genève, dans le
cadre de la conférence de Genève avec le Viet Minh, et qui pensait que ce n'était pas correct d'avoir dans son gouvernement des gens qui pouvaient être, qui pouvaient avoir des liens avec l'autre partie. Voilà donc pour le portrait bref par Éric Roussel de Pierre Mendès France. Il y a un deuxième protagoniste très important dans cette affaire, il s'appelle Habib Bourguiba. Est-ce que vous pouvez, Sophie Bessis, vous qui êtes biographe de Bourguiba avec Swayer Belhaced, nous dresser le portrait de Bourguiba avant que ne commence ce moment de 54 à 57 dont on va parler ce soir? Je vais essayer de le faire rapidement. Bourguiba est né probablement en 1901, sa date de naissance officielle est 1903. C'est un homme, Bourguiba, qui très vite, enfin, qui a une double culture. Il a fait ce qu'on appelle le célèbre collège Sadiki en Tunisie, qui a formé les élites, en fait, du mouvement national tunisien, qui étaient des élites franco-arabes, enfin, au niveau de la culture. Et il a fait des études de droit à Paris. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la France, qui a toujours été à la fois un patriote et un francophile intellectuel et culturel, et un patriote tunisien. Il a fait des études de droit entre 1924 et 1927 en France. Il rentre en Tunisie en 1927 et s'engage très très rapidement, très vite, dans le mouvement national. Et ne s'entendant pas très bien avec les mouvements nationalistes classiques à l'époque, il fonde son propre parti en 1934, qu'il appelle le Néo-Destour, par référence au premier parti nationaliste. Destour en arabe veut dire constitution. Et donc le premier parti nationaliste en Tunisie qui avait été créé en 1922 s'appelait le Destour, parce que les Tunisiens ont toujours réclamé, depuis l'institution du protectorat, une constitution tunisienne. Et donc lui crée son propre parti en 1934, et à partir de 1934, eh bien, il n'a qu'un seul but, politique j'entends, qui est l'indépendance du pays. Mais ce qui caractérise Bourguiba, et d'ailleurs qu'il a toujours glorifié dans son auto-glorification permanente, qu'il a entretenue, c'est ce qu'il a toujours appelé la stratégie par étapes. On ne peut pas tout demander d'un seul coup. La France est un pays puissant, c'est un pays qui a un empire colonial. Et donc, il a essayé de mettre en œuvre ce qu'il a appelé cette stratégie par étapes, c'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il ne parlait pas d'indépendance, mais enfin, chaque fois qu'il y a eu des moments paroxystiques dans la lutte nationale, Bourguiba est allé en prison. En gros, il a passé une très grande partie de sa vie avant l'indépendance en prison, et ses plus importants séjours en prison il a été arrêté en 1938 à la suite d'une manifestation nationaliste très importante. Il reste en prison jusqu'en 1942, je le dis parce qu'il a été interné pendant 3 ans tout près d'ici au Fort Saint-Nicolas, où il est resté entre 1940, fin 1939, au moment de la déclaration de guerre à 1942. Voilà. Puis après, après la guerre, il recommence la lutte nationale. Après un exil en Égypte, il rentre en 1948 en Tunisie. Et là, les choses s'accélèrent, bien sûr, puisque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de la décolonisation, bien sûr. Et à partir de là, la lutte du mouvement national s'accélère. S'intensifie, bien devient sûr. une lutte armée à certains endroits. Enfin, il y a la guerre d'Indochine, oui, bien sûr, qui est très importante. Et puis, il ne faut pas oublier l'indépendance de l'Indonésie, l'indépendance de l'Inde en 1947. Enfin, le mouvement de décolonisation est très, très important. 1955, Bandung. Mais enfin, le discours de Mendès se situe avant Bandung. Et donc, Bourguiba, à partir de 1950, estime qu'on est dans la phase finale de la lutte pour l'indépendance. Pour autant, il ne la demande pas directement et réclame l'autonomie interne de la Tunisie. Et la France hésite. Disons qu'en 1950, il semble y avoir une ouverture française à cette revendication d'autonomie, ouverture qui se referme tout de suite, si je puis dire. Et à partir de 1952, Bourguiba est remis en prison, avec la plus grande partie des leaders nationalistes et communistes tunisiens. Donc, nouvelle période d'emprisonnement de Bourguiba. Et c'est avec Mendès France, mais on va y venir, qu'il va y avoir la nouvelle ouverture qui conduira en 1956 à l'indépendance. Alors, il faut peut-être expliquer, Éric Roussel et Sophie Bessis, comment en quelques heures, quelques jours, pourrait-on dire, en tous les cas, Pierre Mendès France surprend son monde, à la fois ceux qui sont en face de lui, ceux avec lesquels il va discuter du côté de la Tunisie, mais également ceux qui sont de son propre camp.
il profite de ce moment de Genève, donc de négociation avec le Viet Minh, pour essayer de relancer dans une deuxième phase un autre mouvement, donc le mouvement pour l'autonomie interne de la Tunisie. Tout ça, ça va se passer en quelques jours du côté du 20 juillet, c'est ça, 1954. Il est arrivé au pouvoir 3 mois plus tôt. Il a lancé ce processus d'indépendance du Vietnam. Il considère que ce dossier est clos et est en train de se clore d'une certaine façon, et il va lancer ce nouveau dossier tunisien. Pour bien comprendre son attitude, il faut d'abord savoir qu'il était très bien informé de la situation tunisienne, parce qu'il était avocat, et il avait des amis en Tunisie, et ça l'avait amené à défendre un certain nombre de gens qui étaient considérés comme des agitateurs par plusieurs dirigeants du Néo-Destour. Du Néo-Destour, voilà. Il a donc été avocat de plusieurs dirigeants. Ça l'avait amené donc à plaider devant les tribunaux et à s'intéresser à la situation tunisienne, qu'il connaissait très bien. En plus, il avait beaucoup d'amis sur place. Donc, c'était quelque chose qui... Donc, en réalité, cette intervention en Tunisie, ça a été quelque chose de très préparé. D'ailleurs, ça n'aurait pas pu... Si ça n'avait pas été préparé, ça n'aurait pas pu être préparé, fait mais secret. Secret, voilà. Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre aussi. C'est ce discours de Carthage a eu lieu très très peu de temps après la fin de la conférence de Genève, qui a marqué donc la solution pour l'Indochine. Ça obéit aussi, de la part de Mendès France, à un souci, ça c'est une interprétation, mais ça a été évident, un souci c'est un homme qui détestait la personnalisation du pouvoir, mais qui incontestablement avait un souci de style et de rythme. Et donc il est évident qu'en donnant cette impression de régler les problèmes les uns après les autres, il voulait créer une dynamique et aussi, j'allais dire, un contraste avec beaucoup de gouvernants de la 4e République, en particulier l'un qui était assez célèbre, qui était le docteur Cueil, qui était radical comme lui, mais d'une espèce assez différente, et qui avait pour axiome la phrase suivante: il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Voilà. Une phrase qui est souvent répétée, paraît-il, par notre actuel président de la République. Sans rien. Il le dit assez fréquemment en tous les cas, que la règle du petit Pierre-Cueil peut marcher. Et il y avait un deuxième axiome, c'était la politique n'est pas l'art de régler les problèmes, mais l'art de faire taire ceux qui les posent. Donc, Sophie Bessiste, ce moment un peu... Peut-être rajouterais-je comme arrière-plan que Bourguiba, dès avant la Seconde Guerre mondiale, a toujours eu des rapports étroits avec les socialistes français. Certes, Mendès n'était pas un socialiste, mais et a eu beaucoup d'amis et a toujours plaidé la cause tunisienne auprès de la SFIO, même si la SFIO, vous savez, a eu... Mais enfin, donc Bourguiba connaissait très bien la vie politique française. On a toujours dit que, au fond, Bourguiba était un rat de soc français. On l'a souvent dit. En tout cas, il avait cette culture politique aussi. Et il avait un ami très proche de Pierre Mendès France, qui était Alain Savary. Donc, Alain Savary était très proche de Bourguiba. Il l'a toujours été. Et donc, il pouvait faire passer des messages. Parce que Bourguiba... Alors, pour reprendre... Il y a deux choses qui me semblent importantes. D'abord, la Tunisie, entre 52 et 54, était dans un état d'ébullition extrêmement important, et la revendication tunisienne commençait à tourner à l'insurrection extrêmement sérieuse. On va le voir tout à l'heure. Oui, voilà, et on va le voir avec les archives. Et donc, en 54, quand Mendès devient président du Conseil, la situation est épouvantable, extrêmement grave. Il y avait une répression très importante, et Bourguiba était en prison, et en 52, déjà, il avait été déporté, disons, dans une petite île tunisienne, et en mai 54, les choses commencent à s'apaiser, la France commence à penser que... Donc Mendès commence à penser que ça ne peut plus durer comme ça, et il est en France, à l'île de Groix. Et à partir du moment où il est à l'île de Groix, puis à Amilly, à Chantilly, donc tout près de Paris, les discussions s'engagent. Alors Mendès était à Genève, et les émissaires, les émissaires les plus proches compagnons de Bourguiba de l'époque, qui étaient Mohamed Masmoudi, entre autres, font la navette entre Paris et Genève et préparent en fait en plus grand secret cette
dans la plus grande discrétion, on va dire peut-être pas secret, mais dans une grande discrétion, ce voyage de Mendès à Carthage, parce que Mendès est convaincu de l'autonomie. Mais il faut rajouter, on le dira peut-être une dernière phrase, que Mendès est convaincu de l'autonomie et qu'il faut donner l'autonomie à la Tunisie, mais il a été très dur dans les négociations. C'est ce que je voulais insister là-dessus. Il a été très dur. Il n'a pas cédé l'indépendance de la Tunisie comme ça. D'ailleurs, l'indépendance viendra après. Ouais. Alors justement, on va voir ce coup de théâtre. C'est une façon de faire un effet coup de poing, pourrait-on dire, pour Pierre Mendès France. C'est la première archive, c'est une archive radiophonique. Il se trouve, vous savez que Mendès France avait pour habitude, et il l'avait inventé pour la France, de faire des allocutions hebdomadaires pour les Français à la radio, des allocations radiophoniques le samedi soir. Ce samedi-là, nous sommes le 31 juillet 1954, il se trouve à Tunis et les Français le découvrent puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de savoir qu'il partait pour Tunis. On écoute cette archive. Comme ça permet d'avertir nos auditeurs de ce qui est en train de se passer. On continue ou est-ce qu'il faut qu'on reprenne la discussion selon vous? On me fait des signes, ça m'a l'air d'être bon. Bon, alors on va continuer la discussion avant d'écouter Pierre Mendès France parce que sinon on va prendre du retard sur notre affaire. Vous vouliez intervenir, Éric Roussel, donc sur ce moment un peu tendu et ces allers-retours entre Masmoudi, Genève, l'île de Groix, puis ensuite un petit village du centre de la France dans lequel François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, fait transférer à Bourguiba. C'est une centaine de kilomètres de Paris, et puis après on le transfère très vite à Chantilly. Donc, Moi, je voudrais surtout insister sur l'esprit dans lequel Pierre Mendès France s'est rendu à Tunis, parce que souvent il y a un contresens. Mendès France n'était pas partisan, comme on croit très souvent, d'une indépendance immédiate. Absolument. Et il l'a écrit d'ailleurs dans plusieurs de ses textes. Et il y a notamment une postface qu'il a donné à un livre d'une de ses collaboratrices qui s'appelait Simone Gros, ce livre s'appelait La politique de Carthage. Et dans la postface de ce livre, Mendès France explique qu'à ses yeux, il ne faut pas qu'il y ait il envisage d'ailleurs pas seulement le problème de la Tunisie, c'est le problème de la décolonisation dans son ensemble. Il dit que l'intérêt des deux parties, c'est-à-dire la France, enfin les colonisés et le colonisateur, n'est pas d'aboutir à un divorce brutal, mais à une évolution graduelle au bénéfice des deux parties. C'était son idée, il fallait qu'il y ait des phases, des étapes. Alors donc c'est dans cet esprit qu'il se rend à Tunis, et comme vous l'avez très bien dit, il est assez dur dans la négociation, et il n'est pas question, dans ce discours d'indépendance, il est question d'autonomie interne, mais il y a aussi des conditions. La fin du discours, d'ailleurs, est assortie d'un... Je dis pas de... En réalité, ce qu'il voulait, surtout, c'est rompre avec la politique de force qui avait été menée avant et qui s'était traduit, par exemple, c'est à peine croyable, par je crois qu'il y a l'un des résidents, je ne sais plus si c'était Haut-Cloc ou Voisard, pour obliger le bey à signer des décrets, avait menacé de bombarder son palais. Tout à fait. C'était Haut-Cloc. Oui. C'était de Haut-Cloc, effectivement, parce que il y avait un gouvernement, si vous voulez, avant l'arrivée de Haut-Cloc, avant la fermeture, la
la fermeture française, Schuman avait une politique de relative Robert ouverture. Schuman, Robert Schuman il avait pris certains un des pères de engagements, l'Europe, oui. en l'occurrence. avait eu une politique de relative ouverture. Puis après, ça s'est refermé, où il y avait eu un gouvernement, le gouvernement de Mohamed Chnik, où il y avait 4 ministres néo-destouriens. C'était la première fois dans l'histoire, disons, que des nationalistes, enfin des membres, des hiérarques du principal parti nationaliste tunisien participaient au gouvernement. Et donc, quand il y a durcissement de la politique française à partir du fin 51, à peu près, c'est-à-dire le durcissement, parce qu'en décembre, en janvier 51, la Tunisie dépose une requête à l'ONU. Et alors là, c'est l'internationalisation du problème tunisien, et la France est extrêmement irritée, évidemment, par l'internationalisation du problème tunisien, parce qu'elle sent que s'il y a évidemment une internationalisation du problème, dans cette époque de décolonisation relativement rapide, elle risque de perdre la partie. Et c'est donc très vite que tout de suite, après la requête tunisienne à l'ONU, le général de Haute-Cloque, qui est un dur de la politique française, arrive à Tunis sur un bateau de guerre, d'ailleurs, ce qui était symboliquement, il arrive à Tunis sur un bateau de guerre. Et tout de suite commence donc l'arrestation des leaders nationalistes et communistes et l'arrestation de Bourguiba. Donc les choses sont extrêmement difficiles, extrêmement dures. Et Haute-Cloque, ce n'est pas donc fait renvoyer le cabinet Chnik, pour revenir à ce que disait Éric Roussel, et le remplace par un cabinet tout acquis à la France. Et le paroxysme de cette tension, qui a d'ailleurs eu une onde de choc dans l'ensemble du monde arabe extrêmement importante, c'est l'assassinat du grand leader syndicaliste Farhat Hached en décembre, le 5 décembre 1952. Cet assassinat qui a été commandité en fait par les autorités françaises et par Haute-Cloque, hein, les archives ont été étudiées depuis, et donc voilà dans quelle ambiance. Alors, c'est une ambiance extrêmement tendue, mais il faut dire aussi que on pourrait dire que Pierre Mendès France ne prend pas en traître ceux qui l'ont donc porté au pouvoir, puisque dans le discours d'investiture à l'Assemblée nationale, quand il prend le pouvoir, il dit bien: nous avons promis à des populations qui ont foi en nous de les mettre en état de gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Nous tiendrons cette promesse. Donc il y a toujours cette idée chez Pierre Mendès France qu'il y a des idées pour lesquelles il est élu et qu'il doit les mettre en application le plus rapidement possible et passer à l'action le plus rapidement possible, sachant que ces majorités de la 4ème République sont extrêmement fluctuantes et qu'il a peut-être un temps qui lui est compté en l'occurrence. Mais il savait aussi sans doute qu'il y avait un certain nombre d'esprits, parents du chien, qui étaient susceptibles de comprendre ce... C'est de Tunis que vous parviendra ce très court message. De Tunis, où un devoir impérieux m'a appelé pour quelques heures. Au cours des dernières semaines, tandis que je m'efforçais de mettre fin à une guerre atroce, je pensais que tout près de chez nous, depuis des mois et des mois, le sang coulait. Le sang de Français et de Tunisiens, unis cependant par un long passé, mais séparés maintenant par d'inadmissibles malentendus. Je songeais que la haine s'attisait et que chaque jour nous rapprochait d'une division dramatique, aux conséquences imprévisibles. Nos compatriotes, menacés par une insécurité de tous les instants, risquaient de perdre le fruit de leur labeur, parfois même la vie. De l'autre côté, un peuple élevé par nous dans le goût de la liberté souffrait parce qu'il se jugeait frustré des droits dont nous lui avions nous-mêmes enseigné tout le prix. Il fallait donc agir. Il fallait faire cesser un désordre sanglant. Il fallait mettre fin aux incompréhensions, rétablir les bases d'une collaboration féconde dans l'estime et l'affection mutuelle. Il fallait sauvegarder l'union de la France et de la Tunisie, union dont elles ont un besoin vital l'une comme l'autre. Des solutions que je crois bonnes, des solutions qui sont les seules possibles, ont été élaborées patiemment en même temps que se négociait l'armistice d'Indochine et pendant que se préparait le plan de redressement économique et de progrès social que l'Assemblée nationale discutera la semaine prochaine. Je suis venu aujourd'hui à Tunis pour proposer ces solutions. Je suis venu pour convaincre les uns et les autres que les rancunes et la violence
doivent et peuvent faire place à la confiance et à l'ordre pacifique. J'espère avoir été entendu. L'avenir de la Tunisie dira, je n'en veux pas douter, que sur cet antique pays, qui devient en union féconde avec la France un pays moderne, auront triomphé tout à la fois aujourd'hui la raison, le progrès et la paix. Voilà pour ce discours du 31 juillet 1954. Je vous propose d'entendre tout de suite le commentaire des actualités françaises, deuxième extrait de nos archives de ce soir, donc sur ce voyage surprise du président Mendès France en Tunisie. L'acuité du problème tunisien a conduit le président Mendès France, accompagné de M. Christian Fouchet et du maréchal Juin, à faire à Tunis un voyage éclair pour définir devant son Altesse le Bey la politique qu'entend suivre la France en Tunisie. C'est l'autonomie interne que le chef du gouvernement a apportée au souverain. La Tunisie, dans ce cadre nouveau auquel elle aspirait hier, pourra donc se régir intérieurement selon un système politique de gouvernement et d'assemblée. Il va de soi que les intérêts et la présence française seront sauvegardés et que la France tutélaire conservera la haute main sur la sécurité publique et les rapports avec l'étranger. C'est une page nouvelle dans l'histoire tunisienne que le président Mendès France vient de tourner. Voilà donc pour ces deux archives sur ce voyage du 31 juillet. Alors, revenons sur cette séquence, comme on dit aujourd'hui en politique, on dit une séquence pour un moment particulier de cette vie politique. On l'a expliqué en une quinzaine de jours, alors qu'il est à Genève. On organise primo par l'intermédiaire de Roger Stéphane, d'Alain Savary, mais également du docteur Cohen-Adria du côté de Tunis. On organise cette venue potentielle. On organise la libération de Puygroix de Bourguiba qu'on emmène ensuite près de Paris. Il commence à discuter avec M. Masmoudi à Genève, alors qu'il est lui-même à Genève, Pierre Mendès France. Il va faire venir à Genève un général qui s'appelle Boyer de la Tour et on va lui confier le soin d'être le résident général. Et le jour même où ce résident général va arriver pour faire ses hommages au Bey de Tunis, eh bien, il dit au Bey de Tunis, vous savez, le président du Conseil va arriver d'ici 3 heures, il sera sur l'aéroport à 10h45, Pierre Mendès France va arriver. Donc on voit bien là une séquence politique extrêmement agitée, Sophie Bessis. Oui, tout à fait. Cela. Alors effectivement, vous avez eu raison de citer Roger Stéphane qui a joué un rôle extrêmement important, de citer le docteur Cohen-Adria qui était un des patrons de la section tunisienne de la SFIO à Tunis, donc les socialistes ont également joué un rôle. Ce qu'il faut expliquer, c'est la présence du maréchal Juin, parce que je crois que ça c'est très important, dans la mesure où évidemment Mendès était prêt à accorder l'autonomie interne et savait qu'il fallait débloquer la situation tunisienne, mais agissait et avait des réseaux extrêmement importants dans la classe politique française, et une partie de la classe politique française aurait été acquise, ce qu'on appelait les prépondérants, c'est-à-dire l'aile dure des colons français. Qu'en Tunisie, on a toujours appelé les prépondérants, cette aile dure des colons français, qui était évidemment opposée à toute idée d'octroyer le moindre début de commencement d'autonomie interne à la Tunisie. Donc il fallait garder, même au prix de la force, le statu quo colonial, le statu quo du protectorat, le protectorat étant une fiction politique bien sûr, mais enfin le statu quo colonial en Tunisie et les intérêts donc de ces prépondérants français en Tunisie. Et c'est la raison pour laquelle Mendès prend avec le maréchal Juin, qui avait déjà joué un rôle extrêmement négatif en Tunisie au lendemain de la libération, puisque le maréchal Juin, qui n'était pas encore maréchal, je crois, à l'époque, je crois qu'il était encore général, oui. En 1943, puisque les Alliés arrivent en Tunisie en mai 1943, donc le débarquement anglo-américain qui vient, et le Bey qui a précédé le Bey Lamine, le Bey Monsef, était un Bey nationaliste, c'est-à-dire un Bey qui était très proche du mouvement national. Et donc, c'était un cauchemar pour les Français, ce Bey, parce que c'était, disons que la dynastie husseynite n'était pas très populaire. Et c'est le premier Bey qui était vraiment populaire en Tunisie, parce qu'il a fait alliance avec le mouvement national. Et donc, la première chose que font les Français, c'est de vouloir destituer Monsef Bey. Et on l'accuse, c'est le général Juin qui s'en charge, l'accuse de connivence avec l'Axe,
Ce qui n'était honnêtement pas vrai. Il y a eu des historiens, il y a eu des nationalistes qui ont eu des connivences extrêmement étroites avec les forces de l'Axe. Ça n'a jamais été le cas du Bé-Moncef, mais Oresco référence pour les Français, il avait eu des contacts avec les Britanniques et les Américains. Ça, c'était évidemment dans la stratégie de reconquête de l'Empire français après la guerre. Évidemment, c'était une chose tout à fait inadmissible. Et donc, le Bé-Moncef a été destitué et remplacé par le Bé-Lamine que vous avez vu à l'écran. Et il est mort à Pau. Il a été envoyé en exil à Pau. Il est mort en France à Pau. Donc le général Juin n'était pas populaire en Tunisie. Auprès des Tunisiens, mais des résidents français peut-être. Auprès des résidents français, auprès des prépondérants. Et justement, Mendes l'amène pour se garer à droite, en fait, et en disant, voilà, le maréchal, parce qu'il était devenu maréchal entre-temps, il l'avait amené pour sa caution de droite et pour calmer ce qu'on appelait les prépondérants. Voilà pourquoi... voilà aussi pourquoi Mendes ne parle pas d'indépendance tout de suite aussi, parce que c'était impossible dans le climat d'alors. Éric Roussel. Oui, mais il ne faut pas oublier, il était le seul maréchal vivant de la 4e République à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui avait à la fois une autorité vis-à-vis des gens que vous évoquez, et puis aussi dans l'armée, parce qu'il était évident qu'il avait... Bon. Donc c'était très intelligent de parler de Mendes. Et sauf erreur, il était pied noir aussi. Oui, il était algérien. Il était d'origine algérienne. Il avait été résident général au Maroc, d'ailleurs. Et d'un milieu d'ailleurs très modeste. Son père était gendarme, je crois. Enfin, c'est quelqu'un qui avait un contact populaire, enfin, qui avait une sorte de le moins qu'on puisse dire était qu'il n'était pas populaire en Tunisie. Non, il n'était pas populaire, mais je veux dire, il était issu d'un milieu, voilà. Donc il avait même s'il a eu un rôle négatif, il avait une incontestable aura. Et Mendes en a tenu compte en l'associant. Il faut dire d'ailleurs qu'il s'est borné à faire le voyage parce qu'il était tellement fatigué qu'il n'avait pas pu dormir de nuit de suite, et il a dormi pendant toute la journée avec l'autorisation de Mendes France. Mais il s'agissait juste de le sortir, de le montrer, et ensuite il pouvait rentrer dans sa chambre d'hôtel en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut dire peut-être, ce qui est intéressant, puisqu'on a vu le discours de Mendes, c'est que jusque-là, Mendes et Bourguiba ne se sont jamais rencontrés encore. Ils se rencontreront plus tard, en fait. Alors justement, puisque vous évoquez la figure de Bourguiba, on va sauter quelques mois et on va arriver donc en juin 1955. Donc, alors, est-ce que je peux dire un petit mot avant, si vous le permettez, pour qu'on comprenne mieux cette séquence? C'est-à-dire que les pourparlers entre la délégation tunisienne pour les accords d'autonomie et le gouvernement français s'engagent dès après la visite de Mendes et vont durer longtemps, jusqu'en mai 1955, c'est-à-dire bien après le départ de Mendes, parce que... Mendes part en février 1955. Voilà, Mendes part en février 1955, parce que les pourparlers sont extrêmement durs, parce que les Français ne veulent pas lâcher grand-chose. Mais avant le départ de Mendes France, il y a justement une rencontre entre Mendes et Bourguiba en octobre 54, si mes souvenirs sont bons, c'est en octobre 54, chez le journaliste... l'éditorialiste de François Charles Gombault, et Bourguiba n'était rien à l'époque, il n'avait aucun poste officiel, il était le chef du principal parti nationaliste, et donc pour débloquer les négociations qui étaient totalement bloquées, donc Mendes et Bourguiba se rencontrent en secret, et il y a une anecdote assez marrante, parce qu'il fallait absolument que le secret soit sauvegardé, dans la mesure où Mendes, rencontrant un opposant qui n'avait aucun titre officiel, c'eût été sa chute immédiate, évidemment. Et donc, Mendes France demande à Bourguiba de semer la police du gouvernement français pour aller rencontrer Mendes France. Voilà, donc, et il prend des chemins détournés, et ils ont une discussion extrêmement longue, extrêmement dure, mais qui débloque les négociations en novembre 1955. C'est ce qui s'est déjà passé lorsque, en fait, Mendes France avait demandé à Roger Stéphane de retrouver du côté de Genève, je crois, M. Masmoudi, qui était, fait, oui. Et le seul souvenir qu'avait, parce que personne n'avait évidemment l'adresse de Masmoudi, qui était évidemment en exil et qui devait se cacher, c'était qu'il habitait dans une rue qui était une très longue rue de Genève, et Roger Stéphane racontait qu'il avait, à cette période-là, donc au moment des accords de Genève, sonné à toutes les portes pour savoir si M. Masmoudi donc là, Bourguiba sème la police française pour aller voir Mendes France. Voilà, donc on voit que les services secrets ne faisaient pas tout à fait leur office à ce moment-là. Donc on peut dire d'ailleurs qu'en février 1955, juste au moment où il va bientôt partir de la présidence du Conseil, voilà ce que disait Pierre Mendes France. Il disait: cette union de la France et de la Tunisie, nous la voulons indissoluble, structurelle et définitive. C'est bien parce que nous la voulons indissoluble et définitive que nous n'avons mis aucun terme
à la durée des conventions qui sont en préparation. Certaines clauses prévoient des transitions limitées dans le temps ou des dispositions qui seront à revoir lorsque certaines échéances arriveront. On a l'impression du fût du canon, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour se refroidir, mais les textes eux-mêmes ont un caractère permanent. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'ils sont intangibles à travers les siècles. Reconnaissons loyalement que nous ne pouvons pas statuer pour l'éternité et que des adaptations pourront à un moment donné se révéler nécessaires. Ce qui veut dire tout de même qu'on est à la fois dans un souhait, la permanence des liens entre la France et la Tunisie, et dans une sorte d'incertitude tout de même. Oui, je crois. Pardon. Non, c'était je rappelais une date, 1er novembre 1954, éclatement de l'insurrection algérienne. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ce qu'il faut souligner pour bien comprendre, il faut voir que cette position de Pierre Mendès France, même si elle lui était personnelle, elle traduisait aussi l'évolution quand même d'un courant politique en France, de gens relativement libéraux. Je dis relativement parce que avec le recul, on est tenté de penser qu'ils étaient en fait assez prudents. Mais l'autre personnalité politique qui revendiquait les mêmes idées, c'était François Mitterrand. François Mitterrand avait été ministre de la France d'Outre-mer auparavant, et il avait déjà amorcé une politique du même genre en Afrique noire, une politique qui était à la fois fondée sur les liens avec la France, une évolution graduelle, enfin une sorte d'alliance entre j'allais dire la carotte et le bâton. Oui, c'était un peu ça. En même temps, c'est pas ce qu'il dira d'Algérie au tout début de l'insurrection algérienne. Mais ça, l'Algérie, on y viendra peut-être après. Enfin, peut-être sur l'Afrique noire, si vous le permettez. Oui. La France a une politique différente. C'est-à-dire qu'en Afrique du Nord, au Maroc, laissons l'Algérie, entre parenthèses pour le moment, mais enfin au Maroc et en Tunisie, elle a été contrainte de discuter avec les partis de libération nationale, c'est-à-dire l'Istiklal au Maroc et le Néo-Destour en Tunisie. En Afrique noire, elle s'est choisie des interlocuteurs en marginalisant totalement le Rassemblement démocratique africain, évidemment, pour l'Afrique de l'Ouest, l'UPC pour le Cameroun, c'est-à-dire qu'elle a marginalisé, réprimé les partis nationalistes, et Mitterrand a été parti de ce jeu-là, en se choisissant des interlocuteurs. Il a choisi au Fouet-de-Boigny, quoi. Il a choisi au Fouet-de-Boigny, qui s'est d'ailleurs... Mitterrand a réussi la prouesse de désapparenter au Fouet-de-Boigny des communistes, pour pouvoir discuter avec lui. Oui. Puisque le RDA était apparenté au groupe communiste. Enfin, c'était un peu une alliance de circonstances. Alors, on va voir justement le retour de Bourguiba en Tunisie. Il faut attendre un certain temps, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc, Sophie Bessis. Et là, ce sont des archives, des actualités donc, françaises, projetées dans les cinémas à l'époque, du mois de juin 1955, le 3 juin 1955. On regarde. Le retour étant le 1er juin. À Tunis, où l'attendait une foule dense et enthousiaste, M. Habib Bourguiba a donné sa caution personnelle aux accords conclus à Paris. Le peuple de Tunis, en retrouvant le chef du Néo-Destour, acclamait l'homme qui a dit oui à une collaboration sincère entre la France et la Tunisie. À la fin de cette journée mémorable, son Altesse le Bey recevait solennellement M. Habib Bourguiba. Pour que cette collaboration soit sincère entre la France et la Tunisie, il a fallu que Habib Bourguiba fasse montre d'une bonne volonté, en l'occurrence Sophie Bessis. Il a combattu, puisque pendant toute cette période qui court entre le voyage donc, de Pierre Mendès France à Tunis et puis cette période de 1955, de juin 1955 où il revient, il y a tout de même ce qu'on appelle le félagisme qui continue à se produire, c'est-à-dire des escarmouches un peu partout sur le territoire tunisien. Et Habib Bourguiba fait un petit article dans la presse, je crois que c'est dans le Petit Matin en novembre 1900. Il écrivait dans le Petit Matin. C'est ça, dans le Petit Matin en novembre 1954, dans lequel il dit nous allons mettre fin nous-mêmes à faire son affaire au félagisme, ou du félagisme en l'occurrence, et donc progressivement les combattants vont rendre leurs armes aux Français. Alors on ne sait pas s'ils vont rendre toutes leurs armes, enfin en tout cas ils rendent leurs armes aux Français. Il y a, dit-on, à la fin de 1954, 2555 félagas qui ont rendu donc 1956 armes en l'occurrence, et donc on considère qu'il y a là un échange réciproque, pourrait-on dire, de bonnes pratiques entre la France et la Tunisie pour montrer que c'est un bon interlocuteur. Il faut comprendre. De toute façon, quand je parlais de l'interview, de l'entrevue secrète
Mendes France, Bourguiba en octobre 54, c'était pour discuter de la question des Félagaï. Mais Mendes France pose la condition à Bourguiba, faites arrêter les combats et on fera avancer les négociations. Et c'est vraiment le marché qui est mis en main à Bourguiba. Donc ça, c'était une pression très très forte de Mendes. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que ces négociations sur l'autonomie interne provoquent au sein du Néo-Destour une scission extrêmement importante, c'est la question youssefiste. Et donc ça, c'est tout à fait important. Alors, présenter Ben Youssef quand même. Alors, Ben Youssef est le numéro 2 du Néo-Destour. Et le numéro 2 du Néo-Destour, pour des raisons... il y a un proverbe africain qui dit qu'il ne peut pas y avoir deux caïmans dans le même marigot. Et donc, au début, au début de sa carrière politique, Ben Youssef était tout aussi francophile que Bourguiba. Il a d'ailleurs été ministre dans le cabinet Schnick que nous évoquions tout à l'heure. Mais là, la stratégie négociatrice de Bourguiba le contraint à prendre, évidemment, la position totalement opposée. Et c'est-à-dire, Bourguiba est un traître, et il faut l'indépendance tout de suite. Cette autonomie interne est une imposture, et une partie des Félagas, une partie du mouvement national tunisien suit Ben Youssef. N'oublions pas qu'en Égypte, il y avait eu le coup d'État de 52, Nasser était au pouvoir, l'insurrection algérienne avait commencé, le Maroc était sous très haute tension, donc on ne peut pas regarder la Tunisie seulement. Et donc Ben Youssef avait le vent en poupe, d'une certaine façon, puisque le contexte régional était davantage favorable à la stratégie youssefiste qu'à la stratégie bourguibiste. Donc Bourguiba devait obtenir des choses. Voilà, c'est un petit peu sous cette pression-là qu'effectivement il demande aux Félagas de désarmer. Tous n'auront pas désarmé, pas du tout, puisqu'il y aura même des combats après l'indépendance. Mais il obtient les accords d'autonomie interne qui sont aussitôt dénoncés par Ben Youssef comme une mascarade. Alors, avant d'en terminer, puisqu'il va bientôt quitter le pouvoir avec Pierre Mendès France, il va quitter le pouvoir en février 1955, on l'a dit, Éric Roussel, est-ce qu'on peut expliquer le discours que tient Pierre Mendès France sur ces questions autonomie, indépendance, parce qu'il y a, on l'a dit, ce qui se profile pour l'Algérie dans cette même période, et il y a cette belle phrase qu'il vient de donner, un peuple frustré des droits dont nous lui avons nous-mêmes enseigné tout le prix, donc avec cette idée qu'il y a quand même une vision, disons, coloniale de la France qui apporte la liberté aux peuples soumis qui sont sous ses ordres, qui lui leur apporte l'enseignement, l'éducation et des choses comme ça, etc. Mais avec cette aussi volonté qu'ils prennent progressivement leur autonomie, Éric Roussel. Oui, je crois qu'il faut situer exactement Mendès France. Comme on l'a dit, c'est un radical, et c'est un homme qui est attaché à l'œuvre de la Troisième République, y compris, on dirait maintenant, à des aspects qui aujourd'hui sont considérés avec sévérité. C'était pas quelqu'un qui reniait complètement la colonisation. Il avait un regard critique. Il avait été partisan avant la guerre. Il avait été très influencé par les vues d'un autre radical, plutôt qu'à se classer à droite, lui d'ailleurs qui avait fait tomber le gouvernement dont il avait fait partie, qui était Joseph Caillaux. Caillaux avait eu des idées, qui étaient par ailleurs un esprit assez novateur. Il avait eu l'idée d'une meilleure, une exploitation économique de l'Empire. Et ces idées étaient assez proches de ça. Enfin, Mendès avait été très influencé par ces idées, à telle enseigne d'ailleurs qu'il avait demandé, j'ai retrouvé ça dans ses archives, à Caillaux de préfacer un petit opuscule qu'il avait fait, c'est-à-dire s'il était proche de ses vues. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait une vue systématiquement hostile à la colonisation, il pensait simplement qu'elle avait vocation à évoluer. Et pour comprendre, alors là, il faut revenir au contexte de 1954, puisqu'il est tombé effectivement en février 1955, il est tombé largement sur le problème algérien. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Algérie était considérée par tous les hommes politiques, je crois qu'on peut le dire, en dehors de quelques gens très très marginaux, comme vraiment, c'était des départements français, c'était la France. Et il est incontestable que Mendès France, dans le discours qu'il va faire après les événements de la Toussaint 1954, c'est-à-dire le début de la révolte algérienne, l'insurrection algérienne, il l'affirme plusieurs fois. Il dit l'Algérie, c'est la France, etc. Et son ministre de l'Intérieur, qui est François Mitterrand, le dit encore avec encore plus de... Et en réalité, il n'y avait pas, si vous voulez, de
dans leur esprit, ça peut paraître curieux aujourd'hui, de comparaison possible entre l'Algérie et la Tunisie. Et puis, juste encore je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Tunisie, ils avaient un interlocuteur. C'était peut-être un interlocuteur. Il y avait quand même le bey, qui était à la fois le pouvoir. Le bey n'avait aucun pouvoir. Oui, mais enfin, il s'adressait quand même à quelqu'un. Tandis qu'en Algérie, ils avaient l'impression de ne pas d'être devant quelqu'un, de ne pas savoir à qui. Parce qu'il faut peut-être préciser que le statut juridique de l'Algérie, bon, l'Algérie est une colonie, ce sont 3 départements français et tout le sud des territoires militaires, hein, tout le Sahara n'a jamais été département français en Algérie. En revanche, la Tunisie et le Maroc sont des protectorats. Voilà. Donc où il y a eu toujours une fiction de pouvoir. Non, c'est-à-dire que le gouvernement autonome, il y a toujours eu, depuis les accords, enfin ce qu'on appelle les accords, depuis le traité du Bardo en 1881 pour la Tunisie qui a institué le protectorat français et le traité de Fès en 1912 qui a institué le protectorat français sur le Maroc, la dynastie, que ce soit la dynastie alawite au Maroc et la dynastie husseynite en Tunisie, n'ont pas été évincés. Donc il est toujours resté une fiction de gouvernement autonome qui était l'interlocuteur officiel, effectivement. Éric Roussel. Oui, je voulais dire aussi un mot du Maroc, parce que c'est important, le Maroc est en pleine insurrection aussi. Hein. Voilà, et là, bon, bien que je sois président de l'Institut Mendès France, il faut reconnaître que Mendès France n'a pas bien vu ce qui se passait au Maroc. Et je crois que là, ce qui l'a empêché de voir la situation, qui était liée à l'exil du sultan, qui n'était pas encore le roi du Maroc. Qui a été envoyé en exil à Madagascar par les Français. Voilà. Ce qui l'a empêché de voir à quel point le retour du sultan était un préalable nécessaire, absolument obligatoire pour aux yeux des Marocains, c'était le fait que Mendès était un homme de la Troisième République, un radical, et cette monarchie, au fond, lui déplaisait. Ça n'entrait pas dans ses catégories mentales. Et il s'est trouvé mal à l'aise devant ce problème. Il n'a pas réalisé. Il n'a pas su le voilà. Et il n'y a aucun doute que ce qu'il a réussi en Tunisie, il n'a pas réussi à le faire au Maroc. Alors je vais proposer de sauter 2 archives parmi celles qu'on avait choisies pour aller directement à l'archive de l'ONU. Je ne sais pas si on peut le faire tout de suite, à savoir la 3e archive de la partie 2, pour comprendre pourquoi des hommes qui sont considérés comme des hommes d'avenir, comme Robert Schuman ou comme Pierre Mendès France, sont totalement pris dans ce contexte colonial. On est quelques années justement avant cette décision d'accorder l'autonomie interne à la Tunisie. Et Robert Schuman, donc, qui, dans un premier temps, vous l'avez dit, Sophie Bessis, avait été favorable à cette possibilité d'évolution, eh bien, doit monter à la tribune de l'ONU pour dire que tout compte fait, la France a des droits imprescriptibles et que sur son empire, et que donc il y a incompétence de cette institution internationale de l'ONU sur ce qui se passe à l'intérieur de cet empire français. Est-ce qu'on peut écouter cette archive et la regarder tout de suite? N'oublions pas que l'Union soviétique et les États-Unis étaient les alliés des mouvements de décolonisation. Hein, d'un côté comme de l'autre. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies a vécu une semaine historique. C'est tout d'abord M. Robert Schuman qui est venu réaffirmer les droits imprescriptibles de la France en Afrique du Nord et plaider l'incompétence de l'ONU dans les problèmes marocains et tunisiens. Il est du devoir de l'Assemblée que dans sa sagesse, elle sache se maintenir dans les limites de sa mission et qu'elle ne prenne pas devant l'histoire la responsabilité aux conséquences incalculables de compromettre en sortant de sa compétence une tâche qu'avec foi et fierté la France a entreprise, continue et poursuivra en Afrique du Nord. Le même jour, la crise devait s'aggraver à l'ONU lorsque le secrétaire général de l'Assemblée, M. Trygve, annonçait sa démission du poste qu'il occupait depuis plusieurs années. Ce départ avec le suicide d'Abraham Feller accentue encore le climat de crise aux Nations Unies.
Voilà pour cette petite archive qui nous fait faire un petit retour en arrière, mais qui nous permet, Sophie Bessis, de comprendre comment des hommes qui sont quand même assez âgés, qui ont connu pour certains d'entre eux, assez nombreux, la Première Guerre mondiale, puis ensuite la Seconde Guerre mondiale, ont du mal à percevoir cette nouveauté radicale, qui est cette nouveauté donc, qui avait dans l'entre-deux-guerres commencé à poindre, qui avait commencé à monter, c'est-à-dire cette volonté d'indépendance de ces pays qui appartenaient à l'Empire, et en l'occurrence à l'Empire français, Sophie Bessis. Tout à fait, effectivement. Disons, il y a une contradiction dans la politique des puissances coloniales, c'est-à-dire qu'elles ont combattu le nazisme et le fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale au nom de la liberté. Et quand la Deuxième Guerre mondiale est terminée, les peuples colonisés disent « Mais vous nous avez demandé de vous aider à combattre le nazisme et le fascisme au nom de la liberté. Eh bien, la liberté est également valable pour nous, puisque... c'est à ce titre-là que vous êtes libérés du nazisme. Et commence donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Inde, évidemment, dont évidemment la lutte de libération avait commencé depuis longtemps, mais qui est indépendante en 1947, l'Indonésie en 1949. Donc il y a des très grands pays qui sont indépendants tout de suite après la guerre, si on peut dire, entre trois. Bon, évidemment, le début de la guerre d'Indochine, que l'on n'appelait pas encore Vietnam à l'époque. Tout cela crée... et puis il y a une internationalisation des mouvements nationalistes, c'est-à-dire que les mouvements nationalistes ont de nouvelles stratégies qui sont différentes de celles qui étaient avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils se concertent entre eux, qu'il y a des conférences, bon, la plus célèbre évidemment sera celle de Bandung en 1955, mais jouent la stratégie de l'internationalisation des conflits. Et là, les vieilles puissances coloniales sont effectivement très mal à l'aise. Et prises à contre-pied. Prises à contre-pied, quand l'internationalisation des conflits se fait par le recours des mouvements nationalistes à l'ONU. N'oublions pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, et je m'arrêterai là, il y a ce qu'on appelle la Charte de l'Atlantique, en 1942 ou 43, 42 ou 43, j'ai oublié. 42, je crois. 42, je crois, hein, la Charte de l'Atlantique, où les États-Unis proclament que les pays colonisés ont vocation à devenir indépendants. Oui. Éric Roussel. C'est justement, je voulais rebondir, comme on dit, là-dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre tout ça sans référence à l'attitude d'un homme qui, à l'époque, est en France dans l'opposition, et qui est même en une sorte d'exil intérieur, c'est le général de Gaulle. Bien sûr. Parce que de Gaulle a pris un certain nombre d'initiatives, le fameux discours de Brazzaville, qui est d'ailleurs souvent très ambigu, qui est interprété en général d'une façon fausse. Mais il ne faut pas oublier que l'attitude de De Gaulle, dès la fin pendant toute la guerre et jusqu'à la fin, a été d'abord, quelles qu'aient été ses velléités réformatrices, de réaffirmer la souveraineté française sur tous ces territoires. D'abord parce qu'il fallait qu'il s'affirme contre Vichy, et ensuite contre les Anglais et les Américains, puisque au fond ça avait été la base de son action en juin 40. Contre les Américains, parce que les Anglais aussi avaient un empire colonial à sauver. Mais il y a eu tous ces incidents au Liban et en Indochine aussi. On sait qu'il a suivi cette politique, qui était la politique de force de l'amiral d'Argentlieu. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que ça se situe dans un cadre général et qu'il y avait une sorte de consensus, même si ça n'empêchait pas les gens de penser, d'amorcer une évolution, mais on en était quand même encore assez loin à cette époque-là. Alors, le gouvernement de Pierre Mendès France tombe en 1955, début 1955. Il est bientôt remplacé par un autre. Edgar Faure passe au pouvoir. Et puis ensuite, assez rapidement, arrive Guy Mollet. Et c'est un moment important. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, Sophie Bessis, que Habib Bourguiba avait de bonnes relations avec les socialistes français? Est-ce qu'il a de bonnes relations avec Guy Mollet, qui arrive au pouvoir et dont on sait l'action qu'il mènera, un peu néfaste, elle, du côté de l'Algérie, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe avec Guy Mollet? Comment vont-ils finir par... Disons que les choses sont faites, parce que Bourguiba a rencontré Edgar Faure, quand Edgar Faure est devenu président du Conseil, avec lequel d'ailleurs il a gardé longtemps des relations tout à fait cordiales. Mais l'autonomie était sur les rails. Ce que négocier, parce que la discussion avec Guy Mollet, bon, vous allez voir le discours de Bourguiba qui est un discours très consensuel, mais enfin, il ne faut pas oublier la situation intérieure. C'est dans cette situation intérieure tunisienne qu'il faut comprendre la rencontre avec Guy Mollet. Bourguiba a été poussé
par le yousséfisme, était poussé par Ben Youssef pour revendiquer l'indépendance très vite. Et les prérogatives françaises issues des accords d'autonomie sont encore extrêmement importantes en France. C'est-à-dire qu'en Tunisie, c'est-à-dire que la France conserve les pouvoirs de police, conserve un certain nombre de pouvoirs de justice. Des affaires étrangères aussi. Sans parler des affaires étrangères, donc un certain nombre de prérogatives tout à fait régaliennes. Et Bourguiba doit négocier avec le nouveau président du Conseil français pour déjà, à peine quelques mois après la signature des conventions d'autonomie, pour les faire évoluer, parce que Bourguiba est très fragilisé sur le plan intérieur par la rébellion yousséfiste, qui donc veut aller à l'indépendance tout de suite. Et donc, pour pouvoir prendre la main en Tunisie, il faut qu'il se retourne vers la puissance coloniale. Et donc, pour faire évoluer les conventions d'autonomie, c'est-à-dire pour que la Tunisie puisse avoir des prérogatives plus importantes et pour diminuer les prérogatives que s'était accordé la France dans ces conventions d'autonomie. Voilà, alors là, c'est une archive qui date de février 1956. On avance un peu dans cette période-là. Et vous entendrez parler de ces yousséfistes par la bouche même de Bourguiba, en l'occurrence. Et il faut quand même noter que cette archive, au début, est une archive muette. Vous la regardez et vous n'entendrez que le discours d'Habib Bourguiba. J'ai eu l'honneur d'être reçu par M. le Président Guy Mollet, en présence de M. le ministre Savary et de M. le Haut-Commissaire de France en Tunisie. Nous avons examiné la situation tunisienne à la lueur des derniers événements et surtout de l'effondrement de l'opposition yousséfiste, qui n'était en réalité qu'une entreprise de subversion et de guerre civile, et qui a fini en queue de poisson parce qu'elle n'avait aucune racine dans le peuple. Je crois que nous aurons des conversations dans quelques jours, après mon retour des Alpes et après le retour du président d'Algérie. La conversation a été très cordiale et je crois qu'elle sera couronnée de succès et que les aménagements seront apportés dans une atmosphère d'amitié et de compréhension aux clauses des conventions franco-tunisiennes dont l'insuffisance ou la timidité aura été démontrée durant les 5 mois qui viennent de s'écouler. Voilà pour cette archive qui date de février 1956, où on entend donc Habib Bourguiba se féliciter de la réduction de cette rébellion qu'il imagine donc totalement disparue et qu'elle n'a pas eu de racines dans le peuple, dit-il, et puis également de ces aménagements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que sont ces aménagements demandés par Habib Bourguiba à Guy Mollet? Je rappelle quand même, parce que le temps s'accélère. 3 semaines après cette entrevue, le Maroc est indépendant, et 1 mois et demi après cette entrevue, la Tunisie est indépendante. 3 mars 1956, indépendance du Maroc, 20 mars 1956, indépendance de la Tunisie. Que se passe-t-il en réalité? C'est comme je le disais tout à l'heure, Ben Youssef et les alliés de Ben Youssef sont Nasser, il est très très fermement soutenu par Nasser, et donc la frange nationaliste arabe des mouvements nationalistes,
la situation algérienne s'envenime. Ben Youssef était également allié de Ben Bella. N'oublions pas qu'il y a le rapt de l'avion avec les dirigeants algériens. Donc les 7 principaux dirigeants du FLN sont kidnappés par la France. Juste avant, la situation est extrêmement grave. Et contrairement à ce que dit Bourguiba dans cette courte allocution, la répression youssefiste n'est pas éradiquée. La rébellion. La rébellion youssefiste. Et la France aide Bourguiba à éliminer la rébellion youssefiste, qui est une rébellion armée. Tous les Falagas n'avaient pas des armées, parce qu'évidemment, la France craint par-dessus tout une victoire de Ben Youssef sur Bourguiba. Une victoire de Ben Youssef sur Bourguiba serait une victoire pour la France de Nasser à Maghreb et un appui beaucoup plus inconditionnel, bien que l'appui bourguibien à la guerre de libération algérienne était important. Donc, la France doit aider Bourguiba. Elle pense qu'aider Bourguiba et maîtriser la situation algérienne. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, d'un côté, Bourguiba doit demander à la France des avancées extrêmement rapides, et de l'autre côté, la France doit la lui accorder pour croire maîtriser la situation algérienne. Et d'autant que le Maroc on est presque à son indépendance. Le sultan, qui sera Mohamed V, est rentré au Maroc. Et donc, à partir de la conversation avec Guy Mollet, les choses s'accélèrent, puisque environ 6 semaines plus tard, la Tunisie sera indépendante. Alors, et très rapidement, eh bien, on va réduire la liste civile du bey et de sa famille. On va donc la liste civile qui, pour ceux qui connaissent la monarchie anglaise, signifie l'argent que donc le pays donne ou attribue à son souverain pour pouvoir vivre, ainsi qu'avec sa fratrie et toute sa famille. En l'occurrence, le corps des gouverneurs va progressivement être transformé. On va commencer à mettre en place des nouvelles structures et assez rapidement, on va s'acheminer, en l'occurrence, vers la proclamation de la République et la suppression du Bellica. On va écouter et regarder les 2 dernières archives simultanément, enfin successivement si vous le voulez bien, avant de terminer cette séance et de vous laisser la parole parce que vous avez sûrement des questions à nous poser. On regarde les 2 dernières archives donc, qui datent pour l'une du 28 mars 1956, donc on l'a dit, moment de l'indépendance tunisienne, et l'autre donc du 31 juillet 1957, au moment où c'est la proclamation de la République. Oui, mais l'archive date du 31 juillet. Grande journée pour la Tunisie. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pineau et M. Tahar Ben Ammar, chef du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne. Précédé par la grande nouvelle, Habib Bourguiba a reçu à sa descente d'avion à l'aéroport de Tunis un accueil empreint d'un enthousiasme extraordinaire. C'est pressé par la foule qu'il parvint au palais de Carthage, où son Altesse le Bey lui réservait de son côté un accueil ému. C'était le signal de réjouissance populaire au milieu des rues pavoisées. La fête de la jeunesse allait donner d'ailleurs à cette journée un éclat tout particulier. On vit défiler 30 000 jeunes gens, peut-être, qui acclamaient en rang serré la nouvelle Tunisie. C'est une révolution que vient d'accomplir à Tunis l'Assemblée constituante en décrétant l'établissement de la République. Sur une proposition appuyée par M. Bourguiba, l'Assemblée, sous la présidence de M. Farès, a voté à l'unanimité l'abolition de la monarchie et l'avènement du régime républicain. M. Bourguiba a été aussitôt investi des fonctions de président de la République à titre provisoire jusqu'au moment où une nouvelle constitution sera promulguée. Et dans la capitale pavoisée, le nouveau chef d'État a fait une promenade triomphale au milieu des applaudissements de la foule. Voici donc, maintenant que le Bey, mis en résidence surveillée, disparaît de la scène, M. Bourguiba en possession de tous les pouvoirs. Un chapitre de l'histoire tunisienne vient de s'ouvrir.
Voilà donc pour ces 2 dernières archives de cette séquence, même si nous aurons, comme toutes les séances ici au MUSEM, un bonus pour terminer cette session. Donc, alors, il faut peut-être expliquer que la rapidité des événements surprend tout le monde d'une certaine façon, parce que là, Bourguiba, vous l'avez expliqué, avait mis en place une politique par étapes, Sophie Bessis. Oui, mais sauf là, pour lui. Sauf pour lui, parce que visiblement, ça s'accélère beaucoup. Et disons que, en tout cas, celui qui l'accueille quelques mois plus tôt, le B, va se retrouver mis en résidence surveillée et donc totalement écarté du jeu avec la création de l'indépendance tunisienne. Et au bout du compte, effectivement, il va y avoir des règlements de compte assez sévères, assez durs, qu'il faut mentionner ici. Confiscation des biens mal acquis en août 1957, donc 16 notables de l'ancien régime qui sont condamnés, mis en procès autour de cette confiscation des biens mal acquis, ou encore en novembre de cette même année 1957, une loi d'indignité nationale pour ceux qui, dit Habib Bourguiba et ceux qui le soutiennent, auront soutenu, aidé la colonisation en Tunisie, donc en gros des lois d'épuration, pourrait-on dire. Alors, il y a 2 choses, je crois. D'abord, Bourguiba a toujours été convaincu qu'il avait vocation à être le chef incontesté de la Tunisie. Tout le reste était des étapes, parce qu'il a eu une politique extrêmement intelligente, ce que j'appelais tout à l'heure la politique, ce qu'il a appelé lui-même la politique par étapes pour parvenir à l'indépendance, mais la politique par étapes pour parvenir au pouvoir suprême pour lui. Hein. Donc les 2 choses ne faisant qu'un d'ailleurs dans son esprit. L'indépendance de la Tunisie, pour laquelle il a combattu la première moitié de sa vie, eh bien, était également synonyme d'arriver pour lui au pouvoir suprême. Pour lui, il ne pouvait y avoir d'autres chefs dans ce pays que lui-même. Et il ne faut pas oublier qu'il a été à la fois un grand réformateur, un grand homme politique et un très grand autocrate également. Hein. C'était tout sauf un démocrate, Bourguiba. Et puis par ailleurs, la proclamation de la République a été facile parce que la dynastie husséinite n'était pas... Alors c'est assez différent de la dynastie alawite au Maroc. N'oublions pas qu'avant le protectorat français, la Tunisie était sous suzeraineté ottomane et que au fond, même si elle s'était beaucoup tunisianisée, même si la Tunisie était loin d'être un régime de janissaires à l'époque ottomane, la dynastie husséinite régnait sur la régence de Tunis depuis le début du XVIIIe siècle, mais quelque part dans l'esprit, dans la mémoire collective des Tunisiens, c'était malgré tout une dynastie allogène. Elle n'était pas profondément enracinée dans le pays. C'était une rémanence de la période turque. Et donc, la disparition de cette dynastie n'a pas fait fondamentalement pleurer les Tunisiens. Je disais tout à l'heure que le seul bey qui a été vraiment populaire, c'était le bey Mansour Bey. Donc voilà, ça a été quelque chose de presque naturel, cette disparition-là, où Bourguiba, qui a toujours eu pour grand défaut d'être un homme rancunier et vindicatif, profondément, a voulu effacer en fait tous les acteurs de ce combat pour l'indépendance qui n'était pas lui-même. Et donc effectivement, eh bien, il a frappé d'indignité nationale des gens qui ne le méritaient pas, comme Tahar Ben Ammar, qui avait été le Premier ministre... Celui qui avait signé les accords d'indépendance. Qui avait signé les accords d'autonomie interne et d'indépendance. Effectivement, donc il a réglé ses comptes avec un certain nombre de notables tunisiens et tunisois surtout. D'ailleurs, il n'aimait pas beaucoup l'aristocratie tunisoise, et donc de façon pas très élégante. Alors, Pierre Mendès France, comment a-t-il vu, puisque là il a continué à observer ce qui se passait en Tunisie et ailleurs dans le monde, puisqu'il a été un des acteurs majeurs des années 60 et jusqu'à sa mort des années 70, donc comment a-t-il vu cette évolution très rapide de ce qui se passait en Tunisie, alors qu'il avait été donc celui qui avait souhaité cette autonomie interne? Il s'est peu exprimé en public, mais on sait qu'il pensait que oui, que ça allait, il était assez entêté, vous savez, Mendès France. Donc il pensait que le schéma qu'il avait défini était le bon, il pensait que qu'on allait peut-être un peu vite, et que, mais cela dit, il l'a jamais dit publiquement. Il me semble pas qu'il l'ait dit publiquement, et je crois qu'on peut dire qu'en Tunisie, il est quand même considéré comme celui qui a ouvert la voie à l'indépendance, même si c'était pas son... Tout à fait, d'abord Bourguiba l'admirait énormément, oui. et il y a toujours eu... temps Bourguiba a été chef de l'État tunisien, la photo de Mendès France sur son bureau. Oui, ils se sont vus, ils ont eu des tout à fait, ils se sont revus. Alors, Bourguiba n'avait pas de complicité, de familiarité avec Mendès. Mendès était un homme avec qui on ne pouvait pas avoir beaucoup de familiarité, c'était son tempérament. Mais autant il a eu une véritable familiarité avec d'autres hommes politiques français,
Autant il ne l'a pas eu avec Mendès, mais il respectait beaucoup la flavure de Mendès, énormément. Alors, parmi les duplicités, pourrait-on dire peut-être de Bourguiba, il y a cette idée qu'immédiatement après l'indépendance, je crois qu'il y a 140 000 juifs tunisiens qui participent à la vie économique de la Tunisie. Il dit, bien entendu, vous avez pour vocation à rester, vous devez rester, etc., etc. Et que progressivement, tout de même, très rapidement, il va y avoir non pas des mises à l'écart, mais des interdictions qui vont être marquées petit à petit de tribunaux rabbiniques, etc., qui vont être interdits progressivement. Qu'est-ce qui va se passer exactement, Sophie Bessy? Les tribunaux rabbiniques, c'est autre chose. Il y a, bon, d'abord, les Juifs ne participent pas seulement à la vie économique, c'était des citoyens. Oui, ils participaient à la vie tout court. À la vie tout court. Non, mais voilà. Non, mais... tout court. Non, alors, je lève tout de suite, puisque vous avez parlé des tribunaux rabbiniques. Parmi les grandes réformes de Bourguiba, ça a été la sécularisation du droit. Pendant toute l'époque du protectorat français, les Français étaient régis par le droit civil français, les musulmans par le droit charaïque, avec les tribunaux charaïques, et les juifs par le droit rabbinique, le droit mosaïque, avec les tribunaux rabbiniques. Et ça, au contraire, c'est un grand œuvre de Bourguiba. Oui, de républicanisation, pour être dit. C'est-à-dire la sécularisation. Il a supprimé en même temps les tribunaux charaïques et les tribunaux rabbiniques, en disant il y a une loi civile qui est la même pour tous les Tunisiens. Avec tous les gestes qu'il fait, effectivement. Voilà. Donc là, on ne peut pas... si Bourguiba avait supprimé les tribunaux rabbiniques sans supprimer les tribunaux charaïques, on aurait pu... Mais c'est dans une entreprise globale de laïcisation du droit. Maintenant, évidemment, les problèmes des juifs tunisiens ne sont pas dus à cette disparition des tribunaux rabbiniques, absolument pas. Bon, là aussi, malheureusement, c'est l'histoire. Mais en fait, Bourguiba, qui avait fait beaucoup de déclarations, qui était très lié, enfin, qui avait fait des déclarations en disant tous les Tunisiens sont les mêmes, oui, c'est ça. Les juifs tunisiens sont des citoyens comme les autres, il l'a dit. Il y avait eu d'ailleurs au nez des tours un certain nombre de juifs tunisiens. Le dernier député juif, il y a eu un député juif tunisien jusqu'en 1969 à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale tunisienne. Puis à partir de 1969, il n'y en a pas eu. Mais c'est le contexte moyen-oriental qui a fait évoluer la situation, qui est un acteur de l'évolution de la Bien situation, sûr. Évidemment. Et disons qu'une partie des élites tunisiennes, y compris des historiennes, était tout à fait enfin, le nationalisme arabe a pénétré aussi l'esprit tunisien. Il faut pas c'est pas parce qu'il y a eu ce concept de tunisianité de Bourguiba que le nationalisme arabe était absent de l'esprit des élites tunisiennes. Et le premier grand départ, enfin, il y a eu quelques milliers de départs au moment de la création de l'État d'Israël, des seuls juifs qui étaient réellement sionistes et qui sont allés en Israël. L'indépendance n'a pas provoqué de vagues massives de départs. En revanche, ce qu'on appelle l'expérience collectiviste de Ben Salah a provoqué des départs massifs parce que quand Ben Salah a ministre du Commerce, le commerce, il s'en est pris d'abord aux Juifs, avant tout. Il a testé, disons, ces nationalisations sur les Juifs, et donc les Juifs ont été exclus de facto, disons, parce qu'on leur a enlevé leurs biens. Mais quand je parle des biens, c'était des petits commerçants de souk, hein, c'était pas... Non, on leur a enlevé tous leurs biens, donc les grands départs. Et puis le grand départ, évidemment, le deuxième grand départ après les années 60, 61, non, 62, 64, ça a été évidemment la guerre des 6 jours, juin 67. Voilà, alors on a fait à grands pas toute cette histoire entre 1930 et 1967 de la Tunisie par l'intermédiaire de cette présence donc de Habib Bourguiba comme donc fil conducteur, mais également de ce travail qu'avait mené Pierre Mendès France. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à nous suggérer et aussi des réponses que vous voulez entendre de la part d'Éric Roussel ou de Sophie Bessy sur cette période-là? Levez bien la main pour que je puisse voir si vous avez quelques questions à poser. Oui, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Très tamisé. Voilà, ça serait mieux. Voilà. Oui, madame. Attendez, on va vous passer le micro. Ça va être plus simple parce que comme ça, on va bien vous entendre. Bonsoir. Uniquement l'enjeu que représentait Bizerte dans cette... dans toute cette entreprise de... On n'en a pas parlé, vous avez raison. Entendez Sophie Bessy. Oui, on n'en a pas parlé parce que c'est après l'indépendance. Alors, Bizerte. Ça devait quand même... je veux dire, ça pesait pas déjà dans le discours. Non, voilà ce qui s'est passé pour Bizerte. C'était la principale base navale. La base de Bizerte commande le détroit de Sicile. Hein. C'était une base extrêmement importante. Et justement,
Bourguiba, poussé par Ben Youssef, qui était en exil au Caire. Bourguiba a quitté Tunis en 1956 et a fui la Tunisie et était en exil au Caire. Et donc tenait des discours enflammés sur le fait que Bourguiba était un collaborateur des Français et que le pays n'était pas totalement libéré, puisque Bizerte était une base française. Et Bourguiba essaye de récupérer Bizerte. Il y a la fameuse rencontre entre Bourguiba et De Gaulle, je crois que c'est janvier 61, la rencontre de Rambouillet, où Bourguiba demande Bizerte à De Gaulle. De Gaulle n'avait aucune intention de lâcher Bizerte avant la fin de la guerre d'Algérie. C'était très clair dans la stratégie de Gaulle. La France avait besoin de Bizerte. Évidemment, les négociations avec le FLN avaient déjà commencé, mais la France ne lâcherait pas Bizerte. La discussion de Rambouillet entre De Gaulle et Bourguiba s'était très mal passée. Une antipathie absolument fondamentale existait entre les deux personnages qui ne se sont pas entendus, mais pas entendus au sens auditif du terme, si je puis dire. Et donc, Bourguiba était un spécialiste des coups en politique et s'est dit, pour calmer la revendication nationaliste, parce qu'il y avait encore des yousséfistes en Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, Nasser menait une politique de déstabilisation de Bourguiba, essayé, d'ailleurs il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre Bourguiba, et donc Bourguiba réclame Bizerte. Et la France, comme réponse, fait élargir la piste d'atterrissage de la base de Bizerte. Voilà. C'est la réponse en disant on s'en va pas, on élargit la piste d'atterrissage. Et Bourguiba croit faire un grand coup et mobilise une armée tunisienne à peu près inexistante en 1961 pour donner la riposte aux Français, en étant convaincu que la France ne réagirait pas militairement. Et la France bombarde. Bizerte, ça a été 5000 morts, hein, donc à peu près. 5000 morts, et ça a été 3 journées extrêmement sanglantes. La bataille de Bizerte, c'est le 20, le 21 et le 22 juillet 1961. Et donc ça a été un coup de poker perdu par Bourguiba, en fait. Bizerte, puisque ça a été vraiment le coup de poker perdu par Bourguiba. Et parce que Bourguiba avait tout un art, il a transformé cette défaite, cette cuisante défaite militaire en victoire politique, puisque la question de Bizerte a été immédiatement amenée à l'ONU, la France a été condamnée à l'ONU, mais De Gaulle a gagné dans la mesure où Bizerte a été évacué en octobre 1962, soit après l'indépendance de l'Algérie. Sur cette inadéquation des deux personnalités de Gaulle et de Bourguiba. On peut dire Vous êtes aussi biographe de De Gaulle, donc vous pouvez en parler. Finalement, en écoutant Sophie Bessis, je m'aperçois qu'il y a, bien qu'il ne se soit pas entendu, effectivement, il y a certaines analogies entre les deux personnages, en ce sens que l'un et l'autre avaient conscience depuis toujours de devoir assumer leur pays, le pouvoir. Il y a des phrases de Gaulle dit à Pompidou et à Malraux, quand on lit le texte de ses mémoires, on lui dit, mais au fond, mon général, depuis quand pensez-vous devoir assumer la France? Il dit, la vérité, depuis toujours. Et au fond, si je comprends bien, c'est la même chose pour Bourguiba. Mais j'ai l'impression que Bourguiba quand même comprenait mal De Gaulle, d'ailleurs inversement, parce que effectivement, s'il l'avait mieux compris De Gaulle, il n'aurait pas fait. Il est évident que De Gaulle ne pouvait pas, ça n'était pas dans son personnage de laisser quelque chose. Une autre question, une autre remarque, monsieur. On vous passe un micro. Merci. Durant cette période, quels étaient le positionnement et le rôle des communistes, tant français que tunisiens? Sophie Bessis. Alors, vous savez très bien que la politique des partis communistes dépendait des injonctions du Comintern puis du Cominform. Donc en fait, prenons à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va pas prendre l'époque du Comintern, c'est un peu compliqué. Mais pendant tout un temps, et puis le Parti communiste tunisien était quand même très inféodé au Parti communiste français, et donc pendant jusqu'au début des années 50, c'était l'union des classes populaires françaises, des classes ouvrières de la métropole et des colonies pour abattre le capitalisme, ce qui apporterait le bonheur pour tout le monde. Bon. La position des communistes tunisiens était intenable, évidemment. Elle était intenable dans la mesure où d'abord au sein du Parti communiste tunisien, il y avait beaucoup de gens qui disaient que cette position était intenable, donc il y avait un risque de scission du Parti communiste tunisien, dans la mesure où un grand nombre de communistes tunisiens voulaient que le parti adhère à la lutte nationale, bien sûr, et
Donc il y a eu un éloignement et puis du Parti communiste français, et disons à partir de 1952, le Parti communiste tunisien s'est très clairement situé du côté de la lutte pour l'indépendance. Je vous disais qu'en janvier 1952, les Français arrêtent tous les dirigeants destouriens et tous les dirigeants communistes. Et à partir de là, donc, les positions ont été beaucoup plus claires. Et le Parti communiste français s'est plus ou moins rallié à la position du Parti communiste tunisien, contraint et forcé d'une certaine façon à abandonner la théorie du classe contre classe pour les indépendances, d'autant que l'Union soviétique avait également évolué et le Cominform avait changé d'injonction. Voilà en gros. Dernière question, dernière remarque. Alors je vous propose de voir la dernière archive donc, qui a été choisie par Marie-Christine de l'INA et par toute l'équipe de l'INA. Donc une archive qui est en lien tout en étant un peu éloignée du sujet, mais elle est totalement en lien, puisqu'on va y entendre parler, je crois que c'est au début des années 90, si je ne me trompe pas, dans l'émission Le Cercle de Minuit, de musique et de tradition musicale tunisienne. Grand chanteur juif tunisien. À l'issue de ces 3 journées de fête, il y aura un hommage spécial rendu à l'un de vos invités ce soir, Laure, qui est M. Raoul Journeau, qui est à ma droite, et que j'ai présenté tout à l'heure dans cette petite espièglerie que vous m'avez permis de faire, que j'ai présenté, alors là, en fait, bien sincèrement, comme étant le plus grand musicien tunisien emblématique de notre époque. M. Raoul Journeau, on peut dire votre âge, M. Journeau, vous avez plus de 80 ans, et cela fait 60 ans que vous enchantez les gens en Tunisie avec votre musique. Plus, monsieur. Et mon oncle, c'est un grand malouf, le malouf. Le malouf, c'est des chefs-d'œuvre, le malouf. Comme Beethoven, Mozart, Bach, Ravel. Le malouf, quand on connaît le malouf, on connaît tout. Toute la chanson tunisienne. Monsieur Journeau fait le lien avec cette tradition de la musique en Tunisie, qui est une chose très très forte de la Tunisie. Hein. La Tunisie a vraiment une histoire de la musique particulière. Peut-être parce que Tunis est un port ouvert sur toute la Méditerranée, donc beaucoup d'influences y sont arrivées et puis ont été malaxées et se sont mélangées. Peut-être parce qu'il y a un arrière-pays très riche avec un fond berbère, un fond bédouin. Peut-être aussi parce qu'il y a dans la diversité de la Tunisie une histoire juive qui est très très forte, avec une musique chantée par des artistes juifs très 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 importante. Tout ça, en tout cas ensemble, a fait de la Tunisie un pays particulièrement important sur le plan de la musique. Et M. Journeau est un lien très très fort qui nous rattache aux premiers enregistrements de la musique tunisienne, avec notamment une femme qui s'appelait Habiba Msika, qui était une grande chanteuse, ou une autre qui s'appelait Saliha. Oui, j'ai travaillé avec elle. Vous avez travaillé avec tous ces gens-là? Avec Habiba Msika, oui. J'ai travaillé avec elle dans Le Meurtre de César, je me rappelle aujourd'hui. Oui, parce qu'elle jouait aussi, elle jouait au théâtre, elle a joué les Glons. Elle jouait les Glons, et dans les Glons, il y avait un des pages qui était Habib Bourguiba. هلت ليالي الفرح وتلمت الأحباب والأهالي هلت ليالي الفرح تلمت الأحباب والأهالي والقلب زاد انشرح والقمر نور الليالي جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا نك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتهنينا زغرت يا العم وزغرت يا خالة محفل البنات ورجالة عروس رجالة عروستنا حلوة ومسوالة ومسوالة جيناك الليلة رحنا وغنينا جيناك الليلة رحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتهنينا نك يا عروسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا يا
الفرح عندي غرايب والقلب حار سحروسة لبت جميع الحبايب على فرحة العروس والعروسة انتي يا ولدي عزيز الوديد عيون السوا عليك تحيد وان شاء الله تبكر بوليد بكر بوليد جيناك الليلة فرحنا وغنينا جيناك الليلة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتهنينا لكن دوسة فرحنا وغنينا جيناك يا عروسة فرحنا وغنينا لك يا عروسة فرحنا وغنينا يا رب تكمل فرحنا وتهنينا. Bravo, bravo, merci. Voilà ce bonus pour terminer, pour montrer aussi toute la richesse effectivement de cette culture tunisienne séculaire. C'était donc la fin de ce temps millénaire. Oui, c'est ça, millénaire. Me corrige Sophie Bessis. Donc, mais c'était pour terminer donc cette séquence, nouvelle séquence du temps des archives. Je remercie évidemment tous les gens qui ont participé, Fabienne Versaten, et puis toutes les personnes de l'INA qui ont collaboré à ce travail, toutes les personnes ici qui ont organisé cette rencontre. Sachez que le mois prochain, nous nous retrouvons ici même et que nous parlerons d'une toute autre saga, mais une saga algérienne cette fois-ci, la saga d'Orangina. Comment Orangina est devenue la boisson préférée ou une des boissons préférées des Français, tout en naissant du côté de Boufarik. C'est cette histoire qu'on vous racontera, donc une autre histoire entre la Méditerranée, donc au-dessus de la Méditerranée, entre l'Afrique du Nord et la France.